Le téléphone a sonné à 3h47 du matin. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'ai fixé l'horloge sur ma table de chevet, mon cœur battant déjà la chamade avant même que je ne décroche. Personne n'appelle à cette heure-là avec de bonnes nouvelles. Mes mains tremblaient lorsque j'ai saisi le combiné et la voix à l'autre bout, calme, professionnelle, détachée, a brisé mon monde en un instant. Madame Harper, ici le Providence Portland Medical Center. Je vous appelle au sujet de votre fils, Thomas Harper. Je suis au regret de vous informer qu'il est décédé plus tôt ce soir. Nous avons besoin que vous veniez à l'hôpital dès que possible. Les mots n'avaient aucun sens. Ils planaient dans l'air comme quelque chose d'étranger, quelque chose qui ne pouvait pas être réel. Tom, mon Tom, parti. Je ne me souviens pas m'être habillé. Je ne me souviens pas de la route. Tout ce dont je me souviens, c'est le froid glacial qui s'est installé dans ma poitrine et ne m'a jamais quitté. Quand je suis arrivé à l'hôpital, les lumières fluorescentes étaient trop vives, trop dures. Tout semblait stérile et faux. L'odeur de désinfectant me brûlait le nez, et le bourdonnement des machines résonnait dans les couloirs vides. Une infirmière m'a guidé à travers un labyrinthe de couloirs, ses chaussures grinçant sur le sol en linoléum. Elle n'a pas dit grand-chose. Je suppose qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Ils m'ont laissé le voir. Mon garçon, mon seul enfant. Il avait l'air si immobile, si paisible, comme s'il dormait juste. Je voulais le secouer pour le réveiller, l'entendre rire et me dire que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Mais il n'a pas bougé. Il n'a pas ouvert les yeux. Il était juste parti. Je suis resté assise à ses côtés pendant je ne sais combien de temps, lui tenant la main, murmurant des choses que j'aurais aimé dire plus souvent. Je suis désolé, je n'arrêtais pas de dire. Je suis tellement désolé, mon chéri. Désolé de quoi, je ne savais même pas. Désolé de ne pas avoir pu le protéger. Désolé de ne pas avoir pu le sauver. Désolé d'être encore là et pas lui. La porte s'est ouverte derrière moi et j'ai entendu des talons claquer sur le sol. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que c'était Victoria, ma belle-fille. Elle vivait avec nous depuis 7 ans, depuis qu'elle et Tom s'étaient mariés. 7 ans de repas partagés, de fêtes partagées, d'espaces partagés. Je pensais que nous étions une famille. Mais quand elle est entrée dans cette pièce, il n'y a eu ni larmes, ni chagrin. Son visage était vide, sa voix plate. « Où sont ses papiers d'assurance ?» a-t-elle demandé. J'ai cligné des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Quoi? Sa police d'assurance vie. Les documents. Sais-tu où il les gardait? Je les fixais, incapable de comprendre comment ces mots pouvaient être les premiers à sortir de sa bouche. Mon fils, son mari, était là, et tout ce qui l'intéressait, c'était la paperasse. Je ne sais pas, ai-je bégayé. Victoria, il vient de « Nous devrons les trouver », a-t-elle interrompu, se tournant déjà vers la porte. Il y a beaucoup à faire. Je m'en occuperai. Et juste comme ça, elle était partie. Pas de main sur mon épaule, pas de moment de deuil partagé, rien. Je suis resté assis seul dans cette pièce froide et lumineuse, entouré de l'odeur d'antiseptique et des bips lointains des machines. L'infirmière était partie. Victoria était partie. Il n'y avait que moi et l'enveloppe vide de Tom et le poids écrasant d'une perte que je ne savais pas comment porter. J'ai pleuré alors, des sanglots silencieux et tremblants que j'ai essayé d'étouffer avec ma main. Je ne voulais pas que quelqu'un entende. Je ne voulais pas être un fardeau. J'avais passé les 7 dernières années à essayer de ne pas être un fardeau. Finalement, j'ai trouvé mon chemin jusqu'au couloir. Je ne savais pas où aller d'autre. Je me suis assise sur l'une de ces chaises en plastique dur, boulonnée au mur, serrant mon sac à main sur mes genoux, fixant le sol. Des gens passaient, médecins, infirmières, familles avec leurs propres urgences. Personne ne s'est arrêté. Personne n'a demandé si j'allais bien. Je ne m'étais jamais sentie si petite, si invisible. Mon fils était parti, et j'étais absolument, complètement seul. La maison semblait différente quand je suis rentré. Ce n'était pas seulement le silence, bien qu'il fût épais à étouffer. C'était le poids de l'absence. La soudaine réalisation que Tom ne franchirait plus jamais cette porte. Ne s'assiérait plus jamais à la table de la cuisine avec son café du matin. Ne crierait plus jamais, « Maman, tu as besoin de quelque chose ?» Je me suis tenu dans le couloir,
serrant mon sac à main, ne sachant pas quoi faire de moi-même. Mais j'avais des choses à faire, le dernier devoir d'une mère. Je devais organiser des funérailles dignes pour mon fils. J'ai commencé à téléphoner cet après-midi-là à la maison funéraire, aux vieux amis de Tom, à notre église. Je voulais quelque chose de beau, quelque chose qui rende hommage à l'homme bon qu'il avait été. J'imaginais des fleurs, des hymnes, des gens partageant des souvenirs. Victoria avait d'autres idées. Elle est entrée dans la cuisine pendant que j'étais au téléphone avec le directeur des pompes funèbres. Je venais de mentionner le cercueil en chêne quand elle a arraché le téléphone de ma main. « Nous ne faisons pas ça », a-t-elle dit platement et a raccroché. Je l'ai fixée, stupéfaite. « Victoria, c'est trop cher », m'a-t-elle coupé. « De grandes funérailles sont inutiles. Nous ferons une simple crémation. Pas de service, pas d'invités. »« Pas d'invités ?» ai-je murmuré. « C'est mon fils. Les gens voudront lui dire au revoir. »« Les gens pourront dire au revoir en leur temps », a-t-elle dit déjà, se détournant. « Je ne vais pas organiser un événement juste pour que des étrangers puissent pleurer dans mon salon. » Je voulais discuter, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge, mêlés au chagrin et à une vie passée à essayer de ne pas causer de problème. Le lendemain matin, Victoria s'est occupée des arrangements elle-même. Une crémation de base. Pas de cérémonie, pas de fleurs, pas de rassemblement. Elle ne m'a même pas dit quand cela se passait. Je ne l'ai appris qu'après, quand elle a posé une simple urne noire sur la cheminée comme un objet de décoration. C'était tout. C'est tout ce que mon fils a eu. J'ai passé le reste de cette journée à errer dans la maison comme un fantôme. J'ai passé ma main le long de la table de salle à manger en chêne que Tom avait fabriquée lui-même, à l'époque où Victoria et lui avaient emménagé. Il en était si fier. « Regarde, maman », avait-il dit en souriant. Pas de clous, tout en assemblage, comme papy me l'a appris. Je me suis tenu dans la cuisine où j'avais préparé tous les repas pendant 7 ans. J'avais fait son rôti préféré la semaine dernière. Il en avait mangé 3 portions et m'avait dit que j'étais la meilleure cuisinière de l'Oregon. J'avais ri et l'avais frappé avec un torchon. Maintenant, la cuisine était silencieuse. Le four était froid et je n'étais pas sûr de cuisiner à nouveau un jour. Mon téléphone a sonné tard cet après-midi-là. C'était Sarah Mitchell, ma plus vieille amie. Nous nous connaissions depuis que nos garçons étaient à l'école primaire. « Maggie, chérie, je viens d'apprendre », a-t-elle dit, sa voix empreinte de sympathie. « Je suis tellement désolée. Quand a lieu la cérémonie ? Je veux être là pour toi. » Ma gorge s'est nouée. « Il n'y en a pas, comment ça ? » Victoria a dit non. Elle ne voulait pas de cérémonie. Il y a eu un long silence. « J'arrive. »« Non », ai-je commencé, mais elle avait déjà raccroché. 20 minutes plus tard, Sarah a rappelé. Sa voix avait changé. Elle était tendue, en colère. « Victoria vient de me dire de ne pas venir. Elle a dit, tu ne recevais pas de visiteurs. »« Maggie, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé de l'autre côté de la pièce. Victoria se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, me regardant. « C'est bon, Sarah », ai-je dit doucement. « J'ai juste besoin d'un peu de temps seul. » Je me détestais de mentir. Mais que pouvais-je faire d'autre ? Après avoir raccroché, je me suis assise sur le canapé du salon. Les rideaux étaient tirés. La pièce était sombre. J'ai retiré la seule photo que j'avais de Tom de la table d'appoint, une photo de sa remise de diplôme universitaire. Lui avec sa toge et son mortier, le bras autour de mes épaules, nous deux rayonnants. J'ai tenu cette photo contre ma poitrine et j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Pas de funérailles, pas d'amis, pas d'adieu, juste moi seul dans le noir, pleurant un fils que je n'étais même pas autorisé à honorer. 2 semaines passèrent dans un flou de silence et de chagrin. Je restais la plupart du temps pour moi. Je préparais des repas que personne ne mangeait. Je nettoyais des pièces qui n'avaient pas besoin d'être nettoyées. J'essayais de ne pas gêner Victoria, espérant que si je me faisais assez petite, elle oublierait ma présence. Mais elle n'a pas oublié. C'était un matin gris, la pluie tapait contre les fenêtres quand Victoria entra dans le salon où j'étais assise avec mon thé. Elle ne s'est pas assise. Elle est juste restée là, les bras croisés, me regardant comme si j'étais un problème à résoudre.
J'ai besoin que tu fasses tes affaires, dit-elle. J'ai cligné des yeux. Tes affaires. Tu ne peux plus vivre ici. C'est ma maison maintenant. Tu n'as aucun droit de rester. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Victoria, c'est ma maison. J'y vis depuis 7 ans. Tu vivais ici parce que Tom l'a permis, a-t-elle interrompu. Tom est parti. La maison est à moi et j'ai besoin de mon espace. Mes mains ont commencé à trembler. S'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Tu as jusqu'à cet après-midi. J'ai déjà appelé des déménageurs pour 15 heures. Je te suggère d'être parti d'ici là. J'ai cherché sur son visage la moindre trace de compassion, mais il n'y avait rien, juste une froide indifférence. Pourquoi fais-tu ça, ai-je murmuré. Elle a ri, dure et amère. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Tu es un fardeau depuis des années, Maggie. Toujours à rôder, toujours à avoir besoin de quelque chose. Tom se sentait obligé de prendre soin de toi, mais moi, non. Cette maison vaut beaucoup d'argent, et je ne vais pas le gaspiller pour quelqu'un qui ne contribue à rien. La cruauté m'a coupé le souffle. Je voulais me défendre, mais la honte m'a étouffé les mots. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'avais été un fardeau depuis le début. J'ai fait mes valises en silence. Cela n'a pas pris longtemps. Je n'avais pas grand-chose. Une vieille valise d'il y a 7 ans, quelques vêtements de rechange, la photo encadrée de Tom de sa remise de diplôme, et la montre de poche, celle qui avait appartenu au père de Tom. Tom me l'avait donnée quelques mois avant son décès, me la pressant dans les mains après le dîner un soir. Garde ça en sécurité, maman, avait-il dit doucement. Ça signifie beaucoup pour moi, et toi aussi. Je la tenais maintenant, mes doigts traçant l'argent usé. C'était la dernière chose qu'il m'avait donnée. Victoria n'a pas aidé. Elle n'a même pas dit au revoir. Elle a juste regardé depuis l'entrée pendant que je traînais ma valise le long des marches d'entrée sous la pluie. J'ai appelé un taxi depuis le trottoir, l'eau trempant mon manteau. Je ne savais pas où aller. J'avais un peu de sécurité sociale, un petit compte courant. Pas assez pour un appartement, pas assez pour quelque chose de permanent. Budget in, ai-je dit au chauffeur. Celui près de l'autoroute 26. C'était le genre d'endroit où les gens restaient quand ils n'avaient pas d'autres options. La chambre sentait le moisi et la vieille moquette. Les murs étaient d'un beige terne, des taches d'eau s'infiltrant des coins. Le lit était étroit et dur, la couverture fine et rêche. Une seule lampe vacillait faiblement dans le coin. J'ai posé ma valise sur le sol et je me suis assise sur le bord du lit. Les ressorts ont grincé sous moi. C'était ma vie maintenant. J'ai regardé autour de la petite pièce, le papier peint qui se décollait, le plafond taché, la fenêtre donnant sur un parking, et j'ai senti tout s'effondrer d'un coup. J'avais perdu mon fils. J'avais perdu ma maison. J'avais perdu ma dignité. J'ai sorti la montre de poche de mon sac à main et je l'ai tenue à 2 mains, la tournant et la retournant. C'était tout ce que j'avais de Tom maintenant. Un souvenir, un fantôme. Je suis resté là, dans cette pièce froide et humide, fixant la montre et murmurant la question à laquelle je ne pouvais pas répondre, que me reste-t-il? Les premiers jours au budget in furent comme une noyade au ralenti. Je ne quittais pas beaucoup la chambre. Il n'y avait nulle part où aller. Je restais assis sur ce lit dur, à fixer le plafond, à rejouer ma vie comme un film que je ne pouvais pas éteindre. Est-ce que tout avait été pour rien? J'avais tant donné pour Tom. En 2016, quand lui et Victoria avaient des difficultés avec leur première maison, j'ai vendu ma maison, celle où j'avais vécu pendant 30 ans, et je leur ai donné l'argent. J'ai emménagé avec eux parce que Tom disait qu'il voulait que je sois prêt. J'avais refusé un voyage en Europe la même année. Sarah m'avait invité à Paris, Rome, la Méditerranée, mais j'avais dit non. Tom avait besoin de moi. J'avais pris des emplois de tutorat le soir pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Je ne voulais pas être un fardeau. Je voulais être utile. Et maintenant, me voilà, seul dans une chambre de motel, me demandant si tout cela avait eu de l'importance. Je n'arrêtais pas de penser au dernier Noël que nous avions passé ensemble. Tom avait cuisiné un rôti et nous nous étions assis autour de la table à rire. Il avait tendu la main et m'avait serré la main. « Maman » avait-il dit en souriant. « Tu es mon héroïne. Tu le sais, n'est-ce pas »
J'avais ri, mais il était sérieux. Je pouvais le voir dans ses yeux. C'était cette nuit-là qu'il m'avait donné la montre de poche, la montre de son grand-père, transmise par son père. Tom l'avait tendue sur la table, ses mains douces. « Je veux que tu aies ça », avait-il dit. « C'est dans la famille depuis des générations. Tu es la partie la plus importante de cette famille. » J'avais pleuré alors. Tom m'avait serré dans ses bras, me disant que tout irait bien. Mais ça n'allait pas. J'ai sorti la montre de mon sac à main, la serrant fort maintenant. J'ai tracé la gravure au dos, des initiales que j'avais mémorisées. C'était tout ce qu'il me restait de lui. Étais-je vraiment un fardeau? Tom ne m'avait-il gardé près de lui que par obligation? La pensée me rendait malade. Cet après-midi-là, j'ai appelé Sarah. J'avais besoin d'entendre une voix amie. « Maggie, chérie, comment vas-tu » a-t-elle demandé, chaleureuse et inquiète. « Je ne sais pas » ai-je admis. « Je ne sais juste pas quoi faire. »« As-tu entendu parler du testament de Tom ?» J'ai froncé les sourcils. « Non, pourquoi ferais-je ça ? Tout revient à Victoria. »« Peut-être, » a dit Sarah prudemment. « Mais Tom t'aimait, Maggie. Il ne t'aurait pas laissé sans rien. Si j'étais toi, je parlerais à un avocat. Assure-toi de connaître tes droits. » Je n'y avais pas pensé. Je ne sais même pas qui appeler. Il doit y avoir quelqu'un qui gère la succession de Tom. Renseigne-toi. Ça ne peut pas faire de mal de demander. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à ces mots. Peut-être qu'elle avait raison. Ce soir-là, je n'ai presque pas dormi. Je n'arrêtais pas de sombrer et de me réveiller de rêves où Tom était encore en vie, encore souriant. Dans un rêve, il était assis à côté de moi sur le lit du motel, me tenant la main. « Tout va bien se passer, maman » avait-il murmuré. « J'ai pris soin de toi. Je te le promets. » Je me suis réveillé avec des larmes sur le visage. Le lendemain matin, on a frappé à la porte. J'ai ouvert pour trouver un jeune homme en costume tenant une enveloppe. Madame Margaret Harper. J'ai hoché la tête. Je viens du cabinet de Robert Anderson, avocat. Maître Anderson s'occupe de la succession de votre fils. Vous êtes prié d'assister à une lecture formelle du testament. Les détails sont à l'intérieur. Il m'a tendu l'enveloppe et est parti. Je suis resté là, fixant la lettre, mes mains tremblantes. Peut-être que Tom ne m'avait pas oublié après tout. 3 semaines après le décès de Tom, je me tenais devant un cabinet d'avocats du centre-ville de Portland. Le bâtiment était en briques anciennes avec de hautes fenêtres. Une plaque en laiton indiquait « Anderson et associé avocat ». Je serrai mon sac à main, essayant de rassembler mon courage. La réceptionniste m'a dirigé à l'étage. Le couloir sentait le vieux papier et le cirage à bois, réconfortant d'une certaine manière. Cela me rappelait les bibliothèques, des lieux calmes où des choses importantes se passaient. La salle de conférence était magnifique. Des boiseries sombres, une longue table en acajou, une lumière chaude à travers de hautes fenêtres, digne et sérieuse. Un homme d'une 60aine d'années s'est levé quand je suis entré. Grand, cheveux grisonnants, yeux bienveillants derrière des lunettes cerclées de fils, costume bleu marine, présence calme. « Madame Harper » a-t-il dit, en me tendant la main. « Je suis Robert Anderson. Merci d'être venu. » J'ai serré sa main et me suis assise dans l'un des fauteuils en cuir, mes mains tremblant sur mes genoux. « Je peux vous apporter quelque chose ? » Non, merci. Nous attendons une personne de plus. 10 minutes plus tard, Victoria est entrée. Robe noire coûteuse, expression froide. Elle m'a à peine jeté un coup d'œil. « Faisons en sorte que cela se termine », a-t-elle dit platement. Robert a ouvert son dossier. « Merci à vous deux. Ceci est le dernier testament de Thomas Michael Harper, exécuté et notarié le 20 septembre. » Le 20 septembre, quelques semaines seulement avant son décès, Robert a commencé à lire des termes juridiques sur les actifs, les dettes, la distribution. La maison conjugale au 1247 Laurelhurst Drive, évaluée à $450 000, était détenue conjointement par Thomas Harper et Victoria Sinclair Harper. Conformément à la loi de l'Oregon, cela est transmis au conjoint survivant. Victoria s'est penchée en arrière, satisfaite. J'ai ressenti une douleur sourde, mais je n'ai rien dit. Je m'y attendais.
Les yeux de Robert ont rencontré les miens. Cependant, Monsieur Harper a désigné des legs supplémentaires. Mon souffle s'est coupé. Je ne pouvais pas parler. 150 000 $. 120 000 $. Près de 300 000 $. Quoi? La voix de Victoria a traversé la pièce. Son visage est devenu rouge. C'est ridicule. Elle ne mérite pas ça. Robert est resté calme. Madame Sinclair Harper, ce sont les souhaits de votre mari, clairement énoncés dans un document légal. Je m'en fiche. Victoria a claqué, agrippant la table. Elle n'a rien contribué. Elle est un fardeau depuis des années. Cet argent devrait être à moi. Victoria s'est tournée vers moi, ses yeux froids. J'espère que vous apprécierez d'être sans abri, car je me suis assuré que vous n'obtiendriez rien. Et maintenant vous recevez de l'argent que vous ne méritez pas, la voix de Robert a coupé court. Madame Sinclair Harper. Victoria, ai-je commencé, ma voix tremblante. Ne faites pas ça, a-t-elle sifflé en me désignant. Vous l'avez manipulé, vous l'avez fait se sentir coupable. C'est assez, a dit Robert fermement, un bruit métallique sous sa paume. Le testament de votre mari est clair et légal. Si vous souhaitez le contester, consultez votre propre avocat. Ce document a été correctement exécuté avec des témoins et reflète les intentions explicites de Monsieur Harper. La mâchoire de Victoria s'est serrée. Elle m'a regardé avec une haine pure, mais n'a rien dit de plus. Je me sentais engourdi. Tom m'avait laissé de l'argent. De l'argent réel. Assez pour vivre. Assez pour recommencer. Robert a éclairci sa gorge doucement. Madame Harper, il y a encore une chose. Il a sorti une enveloppe scellée du dossier et l'a fait glisser sur la table. Monsieur Harper vous a laissé cette lettre. Il a demandé que vous la receviez personnellement. J'ai fixé l'enveloppe. Mon nom écrit de la main de Tom, des traits nets et soignés que j'aurais reconnus n'importe où. Mes mains tremblaient lorsque je les saisis. Robert m'a regardé sérieusement. Madame Harper, votre fils a laissé un dernier document. C'est la dernière pièce. Il a désigné l'enveloppe dans mes mains. Voulez-vous que je la lise à voix haute, ou préférez-vous l'intimité? J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Je n'étais pas sûr de pouvoir la lire moi-même. Pas sans m'effondrer complètement. S'il vous plaît, ai-je murmuré, lisez-la. Il a hoché la tête gentiment et a repris l'enveloppe. Il l'a ouverte avec précaution et a sorti une seule feuille de papier, le papier à en-tête personnel de Tom, celui qu'il utilisait pour les lettres importantes. Robert a éclairci sa gorge et a commencé. Maman, a-t-il lu, sa voix douce et respectueuse. Si tu lis ceci, alors je suis parti. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu rester plus longtemps. Je suis désolé pour tant de choses. Mes yeux se sont remplis de larmes immédiatement. Mais je dois te dire ceci. Tu es la personne que j'ai le plus aimée au monde. Tu as tout abandonné pour moi. Tu as vendu ta maison pour que je puisse avoir la mienne. Tu as renoncé à tes rêves pour soutenir les miens. Tu n'as jamais rien demandé en retour. Tu m'as juste aimé complètement et inconditionnellement. J'ai pressé ma main sur ma bouche, essayant de retenir les sanglots. Robert a continué, d'une voix calme et ferme. Je sais que Victoria ne t'a pas bien traité. Je le sais et je suis désolé de ne pas avoir plus pris ta défense, mais je veux que tu saches que j'ai pris soin de toi. Je me suis assuré que tu irais bien. Il a fait une pause, me regardant avant de reprendre la lecture. En plus de l'assurance vie et de mon compte de retraite, j'ai un compte d'investissement à la Pacific Northwest Bank. Il contient 580 000 $. Seul ton nom est sur ce compte, maman. C'est le tien. Personne d'autre ne peut y toucher. J'ai haleté. 580 000 $. La tête de Victoria s'est relevée brusquement. Quoi? Robert a continué à lire. Il y a aussi autre chose que tu devrais savoir. Il y a 7 ans, quand Victoria et moi avons acheté notre maison, elle m'a demandé de lui prêter 75 000 $ pour sa part de la compte. J'ai accepté avec un taux d'intérêt de 3%. Elle a signé un billet à ordre, que tu trouveras dans mon coffre-fort. Sur 7 ans avec les intérêts, elle doit maintenant 92 000 $. Cette dette est légalement due à toi, maman. Victoria s'est levée d'un bond, sa chaise raclant violemment le sol.
C'est un mensonge. Cet argent était un cadeau. Robert a posé la lettre calmement. Madame Sinclair Harper, s'il y a un billet à ordre signé, c'est une dette légale, pas un cadeau. C'est insensé. Victoria a crié, son visage devenant rouge vif. Il manipule les choses depuis sa tombe. Je n'accepterai pas ça. Je contesterai tout le testament. L'expression de Robert n'a pas changé. Vous êtes libre d'essayer, mais je vous assure que ce testament a été exécuté correctement. Il a été notarié par un notaire public agréé et signé en présence de 2 témoins indépendants qui n'avaient aucun intérêt financier dans la succession. Il est juridiquement contraignant. Victoria s'est tournée vers moi, ses yeux flamboyants. C'est vous qui avez fait ça. Vous l'avez empoisonné contre moi. Je n'ai pas, ai-je commencé, mais ma voix s'est brisée. Assez, a dit Robert fermement. Madame Sinclair Harper, vous n'êtes pas obligée de rester pour le reste de cette réunion. Si vous souhaitez partir, vous êtes libre de le faire. Victoria l'a regardé fixement, puis moi, sa poitrine se soulevant de fureur. Finalement, elle a attrapé son sac et s'est précipitée vers la porte. Vous aurez de mes nouvelles, a-t-elle craché et a claqué la porte derrière elle. La pièce est tombée dans le silence. Je suis resté là, stupéfaite, mon esprit tourbillonnant. 580 000 $ plus l'assurance plus le compte de retraite. Cela faisait 850 000 $, a dit Robert doucement, comme s'il lisait dans mes pensées. Votre fils vous a laissé un total de 850 000 $, Madame Harper. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Robert a fouillé dans son dossier et a sorti une petite clé argentée sur un simple anneau. Il l'a glissée sur la table vers moi. Ceci est la clé du coffre-fort numéro E4729 à la Pacific Northwest Bank. Votre fils a laissé des instructions spécifiques selon lesquelles vous êtes la seule personne autorisée à y accéder. Il a dit qu'il y avait quelque chose de très important à l'intérieur. Documents, preuves, objets personnels. Il ne m'a pas dit exactement quoi, mais il voulait que vous l'ayez. J'ai fixé la clé, puis Robert. Pourquoi, ai-je murmuré. Pourquoi a-t-il fait tout ça? L'expression de Robert s'est adoucie. Il a plié la lettre avec soin et me l'a rendue. Parce qu'il vous aimait, Madame Harper, et il voulait s'assurer que vous seriez prise en charge quoi qu'il arrive. J'ai pris la lettre avec des mains tremblantes et je l'ai tenue contre ma poitrine, les larmes coulant sur mon visage. Tom ne m'avait pas oublié. Il m'avait sauvé. J'ai quitté le cabinet d'avocat, hébété. Le soleil de l'après-midi était trop brillant, le bruit trop fort. Tout semblait irréel. J'ai pris un taxi et j'ai donné l'adresse du budget au chauffeur, enregistrant à peine le trajet. 850 000 $. Je n'arrêtais pas de tourner ce chiffre dans ma tête, essayant de le rendre réel, mais il ne l'était pas. Rien de tout cela ne l'était. De retour dans ma chambre, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fixé le mur. La clé du coffre-fort reposait lourdement dans mon sac à main. La lettre de Tom était pliée dans la poche de mon manteau, pressée contre mon cœur. Il m'avait aimé, protégé. Même quand je pensais avoir tout perdu, il s'était assuré que j'irais bien. J'ai commencé à pleurer, de profonds sanglots secouants. Mais ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était du soulagement. De la gratitude, de l'amour. Mon téléphone a sonné. Victoria. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Sa voix est venue, perçante et venimeuse. Ce n'est pas fini. Je vais engager un avocat. Je conteste ce testament. Tu ne verras pas un seul dollar. Je m'en assurerai. Mes mains ont tremblé. Victoria, le testament est légal. Je m'en fiche, a-t-elle claqué. Tu l'as manipulé. Je le prouverai au tribunal. Tu n'auras plus rien. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté là, le cœur battant. La peur s'est insinuée. Et si elle pouvait tout me prendre? J'ai appelé Robert Anderson. Il a répondu immédiatement. Madame Harper, vous allez bien? Victoria vient d'appeler. Elle a dit qu'elle contestait le testament. Peut-elle faire ça? Il y a eu une pause, puis sa voix calme. Madame Harper, écoutez attentivement. Victoria peut engager un avocat. Elle peut déposer une contestation,
mais elle ne gagnera pas. Le testament de votre fils est inattaquable. Correctement exécuté, attesté, notarié. Il n'y a aucune base légale pour une contestation. Elle est en colère et s'en prend à vous, mais elle n'a aucun dossier. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Cet argent est le vôtre, légalement et légitimement. J'ai expiré avec un tremblement. Merci. Si elle vous contacte à nouveau, n'interagissez pas, laissez son avocat me contacter. Après avoir raccroché, je me suis senti plus calme. 1 heure plus tard, on a frappé à la porte. J'ai ouvert pour trouver Sarah, son visage plein d'inquiétude. Maggie, chérie, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. J'ai entendu ce qui s'est passé. Robert m'a appelé. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'une amie. J'ai craqué et Sarah m'a tenu. Tom t'aimait plus que quiconque, a-t-elle dit doucement. Il t'a toujours aimé. Tu étais son monde entier. Il s'est assuré que tu serais prise en charge. C'est ça, le vrai amour, Maggie. Nous sommes restés assis ensemble longtemps, parlant et pleurant et riant à travers les larmes. Sarah a fait du thé. Nous avons parlé de Tom, des souvenirs, de ce qui allait suivre. Avant de partir, elle m'a serré la main. Tu vas t'en sortir. Tu m'entends? Après son départ, j'ai relu la lettre de Tom, lentement. Chaque mot était comme un cadeau. J'ai pensé au coffre-fort. Qui avait-il à l'intérieur? Demain, j'irai à la banque. Demain, je le découvrirai. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le décès de Tom, je me suis couché et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. La paix. Non pas le bonheur, mais la paix. Le genre de paix qui vient de savoir que quelqu'un vous a suffisamment aimé pour s'assurer que vous survivriez. J'ai fermé les yeux et je me suis endormi. Dans mon rêve, Tom se tenait dans un champ de soleil, souriant. « Maman » a-t-il dit, sa voix chaleureuse. « Tout va bien se passer. Je te le promets. » J'ai tendu la main vers lui, mais il s'est évanoui dans la lumière. « Je t'aime » ai-je murmuré. « Je t'aime aussi, maman. » Toujours. Il était parti, mais la chaleur est restée. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai pris un taxi pour la Pacific Northwest Bank. Le bâtiment était moderne, vert et acier, imposant mais élégant. Je suis resté un instant devant, serrant mon sac à main où la petite clé argentée reposait en toute sécurité. C'était ça. Tout ce que Tom m'avait laissé était derrière ses portes. À l'intérieur, le hall était calme et professionnel. Sol en marbre poli, éclairage doux, le faible bourdonnement de la climatisation. Je me suis approché du comptoir, mon cœur battant. Je suis ici pour accéder à un coffre-fort, ai-je dit doucement à la réceptionniste. Elle a souri poliment, bien sûr. Laissez-moi appeler le gérant du coffre-fort pour vous. Un instant, s'il vous plaît. Quelques minutes plus tard, une femme d'une quarantaine d'années s'est approchée. Elle portait un blazer bleu marine et avait de gentils yeux bruns, et un comportement calme et professionnel. Madame Harper, a-t-elle demandé en me tendant la main. Je suis Jennifer Clark, la gérante du coffre-fort ici. Je crois que vous êtes ici pour accéder au coffre 4729. J'ai hoché la tête et lui ai serré la main. Oui, mon fils. Il m'a laissé la clé. Son expression s'est adoucie avec compréhension. Bien sûr, suivez-moi s'il vous plaît. Elle m'a mené par une porte sécurisée et le long d'un couloir jusqu'à une lourde porte de coffre-fort en acier. Elle a entré un code et la porte s'est ouverte avec un léger clic. À l'intérieur se trouvait une longue pièce étroite bordée du sol au plafond de petites boîtes métalliques. Jennifer a fait un geste vers une salle de visionnage privée sur le côté. Vous pouvez prendre votre temps là-bas. Intimité totale. Faites-moi juste savoir quand vous aurez terminé. Elle a localisé le coffre 4729, a utilisé sa clé maîtresse avec la mienne, et a sorti un long tiroir métallique. Elle me l'a tendu avec précaution. Je serai juste à l'extérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit, a-t-elle dit doucement et a fermé la porte derrière elle. Je suis resté là, seul, tenant la boîte. Mes mains tremblaient. Je l'ai posée sur la petite table et j'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur se trouvait un épais dossier bleu avec une étiquette sur le devant en lettres noires grasses, preuve. À côté se trouvait une petite enveloppe blanche.
J'ai d'abord pris l'enveloppe. Mon nom était écrit sur le devant de la main de Tom. Je l'ai ouverte avec précaution et j'ai sorti une seule lettre manuscrite. La date en haut indiquait le 20 septembre 2023, 3 semaines avant son décès. J'ai commencé à lire, ma vision déjà floue de larmes. Maman, si tu lis ceci, alors je suis parti. Je suis tellement désolé. Je dois te dire quelque chose. Victoria a une liaison. Je le sais depuis des mois. J'ai engagé un détective privé pour tout documenter. Toutes les preuves sont dans ce dossier. Je ne t'ai rien dit parce que je ne voulais pas te faire de mal. Je ne voulais pas que tu portes cette douleur tant que j'étais encore là. Mais j'ai besoin que tu aies ceci maintenant. Tu as besoin de connaître la vérité. Tu as besoin de te protéger. Je me suis assuré que tu serais prise en charge, maman. L'argent, les comptes, tout est à toi. Utilise-le. Vis la vie que tu mérites. Va en Europe comme tu en as toujours rêvé. Achète cette petite maison au bord de l'océan dont tu parlais. Tu as tout abandonné pour moi. Maintenant c'est à mon tour de te rendre quelque chose. Je t'aime, maman, plus que tout au monde. Tom. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine et j'ai sangloté. De profonds sanglots déchirants qui secouaient tout mon corps. Jennifer a dû entendre car elle a tranquillement ouvert la porte et m'a tendu une boîte de mouchoirs sans dire un mot. Puis elle s'est reculée, me laissant de l'espace. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Puis j'ai essuyé mes yeux, pris une respiration tremblante, et j'ai ouvert le dossier bleu. À l'intérieur se trouvaient des centaines de pages, photographies, relevés bancaires, emails imprimés, rapports dactylographiés. J'ai pris le premier document. En haut, en caractères nets et professionnels, il était écrit « Rapport d'enquêteur privé, Michael Rodriguez, détective privé agréé, page 1 sur 47. » Je l'ai fixé, mon cœur battant. Tom avait su. Il avait tout su, et il m'avait laissé la preuve. J'ai tourné la page. Il y avait des photographies, des dizaines. Victoria et Brad entrant à l'hôtel Kimpton du centre-ville, sa main sur son bras. Victoria et Brad assis proches l'un de l'autre à une table éclairée aux chandelles au Le Pigeon, l'un des meilleurs restaurants de Portland. Victoria et Brad marchant main dans la main dans le Pearl District, riant comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. J'ai fixé une photo pendant longtemps. Elle les montrait en train de s'embrasser devant un café. Les bras de Victoria enlacés autour du cou de Brad, complètement sans défense, complètement amoureuse de quelqu'un qui n'était pas son mari. Mes mains tremblaient lorsque je suis passé à la section financière. Irrégularité financière. Au cours des 18 derniers mois, le sujet Victoria Sinclair Harper a effectué 5 virements non autorisés depuis le compte courant juin, compte Thomas et Victoria Harper numéro XXX 9847, Pacific Northwest Bank. Vers un compte Wells Fargo distinct au nom de Bradley Sinclair. Date et montant des virements, 15 mars 2022, $15 000. 8 juin 2022, $15 000. 22 septembre 2022, $15 000. 10 janvier 2023, $15 000. 3 avril 2023, $15 000. Total transféré, $48 000. Note, les virements ont été effectués pendant les heures de bureau, lorsque M. Harper était au travail. Le sujet croyait probablement qu'il passerait inaperçu parmi les dépenses ménagères régulières. $48 000. Elle avait volé $48 000 à Tom, à leur vie commune, et l'avait donné à son amant. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine, chaude et suffocante. Mais sous la colère se cachait quelque chose de pire, un chagrin d'amour. Pas pour moi, pour Tom. Il avait su tout cela. Il avait vu les photos. Il avait suivi l'argent. Il avait vu la femme qu'il aimait le trahir de toutes les manières possibles. Et il ne m'avait jamais dit un mot. Il m'en avait protégé. Même dans sa douleur, il avait pensé à moi. J'ai essuyé mes yeux et j'ai continué à lire. Il y avait plus de détails. Les dates où Brad et Victoria avaient séjourné ensemble dans des hôtels. Des reçus de dîners coûteux auxquels Tom n'avait jamais été invité. Les journaux de messages textes que l'enquêteur avait réussi à obtenir, montrant des dizaines d'appels entre Victoria et Brad, souvent tard le soir quand Tom dormait. Tout y était. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque instant de la double vie que Victoria menait. J'ai fermé les yeux, bouleversé.
Puis je les ai ouverts et j'ai tourné à la section suivante. L'onglet indiquait « Messages texte et email, Victoria et Brad ». J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué à lire. La section suivante était intitulée « Messages texte et email ». Je l'ai ouverte et j'ai immédiatement regretté de l'avoir fait. SMS. 1er septembre 2023. Victoria à Brad. Tom ne lâche pas sa mère. Il est tellement attaché à elle. Ça me rend malade. Mais une fois qu'il sera parti, je vendrai la maison. Nous partagerons tout et nous pourrons enfin partir pour les îles Caïmans. Juste un peu plus longtemps. J'ai fixé les mots, mon estomac se tordant. Une fois qu'il sera parti. Elle planifiait sa mort, l'attendait. SMS. 5 septembre 2023. Brad à Victoria. L'assurance vie est de 300 000 $. La maison vaut 450 000 $. Ça fait 750 000 $ au total. Plus qu'assez pour nous deux. Sois juste patiente, chérie. Tout sera à nous bientôt. Mes mains ont commencé à trembler. Il comptait l'argent de Tom avant même qu'il ne soit parti, planifiant leur avenir sur sa tombe. SMS. 12 septembre 2023. Victoria à Brad. Je ne supporte pas cette vieille femme. Elle est un fardeau depuis des années. La première chose que je ferai une fois que Tom sera hors de mon chemin, c'est de la virer. Je veux qu'elle parte. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Cette vieille femme, un fardeau. C'est ce qu'elle m'avait appelé. C'est ce qu'elle pensait de moi en étant assise à ma table, mangeant les repas que j'avais préparés, vivant dans la même maison. Et elle voulait que je parte. La première chose. Email. 15 septembre 2023. Brad à Victoria. Objet, le plan. Assure-toi que son testament n'inclut pas son nom. Nous avons besoin de tout. Vérifie avec l'avocat si tu dois, mais ne le laisse rien laisser à sa mère. Une fois la maison vendue, nous visons les 3/4 d'un million. C'est notre billet pour la sortie. Je ne pouvais plus respirer. Ils avaient essayé de manipuler le testament de Tom. Ils voulaient me couper entièrement. Mais Tom avait vu clair. Il avait su. J'ai tourné la page et j'ai trouvé une note de l'enquêteur. Preuve audio obtenue. 15 septembre 2023. Un appel téléphonique entre le sujet Victoria et Bradley Sinclair a été enregistré. L'Oregon est un État à consentement unilatéral. L'enquêteur a obtenu l'autorisation de Monsieur Harper. Fichier audio joint, Victoria-Brad-Phone-Call-September-15.mp3. Résumé, le sujet et Monsieur Sinclair ont discuté de plans de déménagement aux îles Caïmans après la vente du domicile conjugal. Ils ont discuté de l'ouverture de comptes offshore pour éviter l'imposition et la détection. Le sujet a fait référence à la mort anticipée de M. Harper comme quand tout cela sera terminé. Je me suis assise sur ma chaise, l'esprit troublé. Tom avait entendu tout cela. Il avait écouté sa femme et son amant planifier une vie ensemble, une vie construite sur sa mort, sur son argent, sur la supposition que je serais jeté comme une ordure. Et il avait fait quelque chose. Il ne les avait pas confrontés. Il n'avait pas explosé de rage. Il avait tranquillement, méthodiquement, monté un dossier. Il avait rassemblé chaque pièce de preuve, chaque texte, chaque photo, chaque mot enregistré. Et puis il avait réécrit son testament pour me protéger. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps, et il avait passé ce temps à s'assurer que je serais en sécurité. J'ai pressé mes mains sur mon visage et j'ai pleuré, non pas pour moi, mais pour lui. Pour l'homme qui avait porté ce fardeau seul, qui m'avait aimé assez pour me protéger de la laideur, qui avait sacrifié sa propre tranquillité d'esprit pour assurer la mienne. Je suis tellement désolé, Tom, ai-je murmuré dans la pièce vide. Je suis tellement désolé. Après un long moment, j'ai essuyé mon visage et me suis tourné vers le dernier document du dossier. L'étiquette indiquait « Testament modifié et déclaration d'infidélité exécutée le 20 septembre 2023 ». 5 jours après cet appel téléphonique, 5 jours après qu'il les eût entendus comploter sa mort, Tom s'était rendu chez son avocat et avait tout changé. J'ai ouvert le document avec des mains tremblantes. La première page était le testament modifié lui-même, daté du 20 septembre 2023. Moins d'un mois avant le décès de Tom, je l'ai lu lentement, mon cœur battant.
Testament modifié. Moi, Thomas Michael Harper, étant saint d'esprit et de corps, révoque par la présente tous les testaments antérieurs et déclare ceci comme mon dernier testament. À ma mère, Margaret Elizabeth Harper, je lègue l'intégralité de ma succession, y compris, mais sans illimité, la police d'assurance vie Pacific Life Insurance, $150 000, le compte de retraite 401k Fidelity Investment, $120 000. Compte d'investissement, Pacific Northwest Bank, $580 000. Total légué à Margaret Elizabeth Harper, $850 000. De plus, je déclare par la présente que mon épouse Victoria Sinclair Harper doit une dette à ma succession d'un montant de $92 000. Cela représente un prêt de $75 000 contracté il y a 7 ans pour l'achat de notre domicile conjugal avec un intérêt annuel de 3% capitalisé. Cette dette sera remboursée à Margaret Elizabeth Harper dans les 60 jours suivant l'exécution du présent testament, faute de quoi des poursuites judiciaires pourront être engagées. J'ai fixé les chiffres. $850 000 et Victoria me devait $92 000 en plus. Tom s'était assuré que je serais entièrement et définitivement prise en charge. J'ai tourné la page et j'ai trouvé l'affidavit. Déclaration sous serment d'infidélité conjugale. Moi, Thomas Michael Harper, jure et affirme solennellement ce qui suit. Mon épouse, Victoria Sinclair Harper, a eu une liaison extra-conjugale avec Bradley Sinclair pendant environ 18 mois. J'ai obtenu des preuves documentées de cette liaison, y compris des photographies, des messages textes, des emails, des dossiers financiers et des enregistrements audio. Ces preuves sont stockées dans le coffre-fort E4729 à la Pacific Northwest Bank. Mon épouse a fait des déclarations indiquant son intention de tirer profit de ma mort et de chasser ma mère, Margaret Harper, de notre domicile sans soutien. J'exécute le présent testament modifié pour protéger ma mère et m'assurer que mes biens sont distribués conformément à mes véritables souhaits, libres de toute manipulation ou coercition. Je demande à mon avocat, Robert Anderson, de prendre toutes les mesures légales nécessaires pour défendre ce testament et protéger Margaret Harper de tout harcèlement ou contestation juridique initiée par Victoria Sinclair Harper. Signé et notarié ce 20e jour de septembre 2023. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le papier. Tom avait juré tout cela officiellement, légalement. Il avait exposé l'affaire, la manipulation, les menaces contre moi. Il l'avait fait pour me protéger, pour s'assurer que personne ne puisse m'enlever cela. Le document suivant était intitulé « Lettre d'instruction à l'avocat, à maître Robert Anderson ». Robert, si vous lisez ceci, je suis parti. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Ma mère est une femme bonne, la meilleure femme que j'ai jamais connue. Elle a tout sacrifié pour moi, et je ne la laisserai pas être sans rien. Victoria contestera ce testament. Je sais qu'elle le fera. Elle affirmera que j'ai été contraint, manipulé, mentalement inapte, tout ce à quoi elle pourra penser. Mais j'écris ceci alors que je suis en bonne santé et lucide. Je sais exactement ce que je fais. Les preuves dans le coffre-fort prouvent tout. Victoria a été infidèle. Elle a volé de l'argent de notre conjoint. Elle a prévu d'abandonner ma mère dès que je serai parti. S'il vous plaît, protégez ma mère, Robert. Ne laissez pas Victoria lui faire de mal. Ne laissez personne prendre ce que je lui ai laissé. Elle mérite la paix. Elle mérite la sécurité. Elle mérite de vivre sans peur. Merci pour tout, Tom. Je ne pouvais plus voir les mots à travers mes larmes. Tom avait su. Il avait su que quelque chose allait arriver. Peut-être qu'il était malade et ne me l'avait pas dit. Peut-être qu'il avait senti que quelque chose n'allait pas. Peut-être qu'il se préparait simplement au pire. Mais quelle qu'en soit la raison, il avait passé ces dernières semaines à s'assurer que je survivrais, à s'assurer que je serais protégé, à s'assurer que je serais en sécurité. Je suis resté assise dans cette petite pièce de banque, tenant ces mots. Et j'ai fait une promesse. Je l'honorerai. J'utiliserai cet argent comme il l'avait voulu pour vivre, pour être heureuse, pour enfin me faire passer en premier. Je ne laisserai pas son sacrifice être vain. J'ai soigneusement rassemblé tous les documents, les ai replacés dans le dossier, et je les glissés sous mon bras. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Robert Anderson. Il a répondu immédiatement. Madame Harper, comment allez-vous? Je suis à la banque, ai-je dit, ma voix plus ferme que prévu. J'ai ouvert le coffre-fort. J'ai tout vu. Il y a eu une pause.
Et Tom m'a laissé tout ce dont j'ai besoin pour me défendre. Des preuves, des documents, des enregistrements. Tout est là. Bien, a dit Robert fermement. Apportez-les à mon bureau demain. Nous examinerons tout et préparons une stratégie juridique. Si Victoria tente quoi que ce soit, nous serons prêts. Merci, Robert. Quand j'ai raccroché, je me suis levé et suis sorti du coffre-fort, passant devant Jennifer, traversant le hall, et sortant sous le soleil éclatant de novembre. Je serrai le dossier contre ma poitrine comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, parce que c'était le cas. C'était la preuve de l'amour de mon fils, la preuve de son courage, la preuve que même dans ses moments les plus sombres, il avait pensé à moi. J'étais prête à protéger son héritage, quoi qu'il arrive. Une semaine après avoir ouvert le coffre-fort, on a frappé à la porte de ma chambre de motel. C'était la fin de l'après-midi, le ciel s'assombrissait. Je n'attendais personne. J'ai ouvert la porte en l'entr'ouvrant. Un homme se tenait là, grand, bien habillé, des yeux bleus perçants, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame Harper », dit-il agréablement. « Je m'appelle Brad. Je suis un ami de Victoria. J'espérais que nous pourrions parler. » Mon estomac s'est noué. Brad. Bradley Sinclair. L'amant de Victoria. J'ai gardé ma main sur la poignée de la porte. Que voulez-vous? Son sourire s'est élargi. Je veux juste aider. Il y a eu un malentendu au sujet du testament de Tom. Puis-je entrer? Chaque instinct hurlait, non. Mais je savais aussi que refuser pourrait aggraver les choses. D'accord, ai-je dit doucement, mais la porte reste ouverte. Je me suis reculé et j'ai ouvert grand la porte pour que toute personne de passage puisse voir l'intérieur. Brad a regardé autour de la petite pièce, le lit affaissé, le tapis taché, la lampe vacillante. Son expression montrait un léger dégoût. « Quel endroit ?» dit-il, une fausse sympathie dégoulinante. Je me suis tenu près de la porte, les bras croisés, attendant. Il s'est retourné et le masque agréable a glissé. « Ne perdons pas de temps, dit-il froidement. Vous pensez que ces 850 000 $ sont à vous? Victoria mérite cet argent. Elle était sa femme. Le testament est légal, ai-je dit, en forçant le calme. Tom me l'a laissé. Brad s'est rapproché. Tom était confus, manipulé. Victoria devrait hériter de tout. Alors elle peut le porter devant les tribunaux. Il a ri, d'un rire dur et amer. Vous pensez vraiment pouvoir nous combattre? Vous n'êtes qu'une vieille femme dans un motel. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. J'ai un avocat. Et le testament de Tom est inattaquable. Ses yeux se sont rétrécis. Il s'est penché, sa voix devenant presque conversationnelle mais glaçante. Voici ce qui va se passer. Vous allez donner la moitié à Victoria. 400 000, vous signerez tout ce que nous vous dirons. Ensuite, nous vous laisserons tranquille. Et si je ne le fais pas, mon cœur battait. Son sourire est revenu, froid. Alors les choses pourraient se compliquer. Les personnes âgées vivant seules peuvent être vulnérables, Madame Harper. Des accidents arrivent. Vous glissez sous la douche. Quelqu'un oublie de fermer sa porte à clé. Ces choses arrivent tout le temps. La glace s'est répandue dans mes veines. Il me menaçait ouvertement. Vous devriez réfléchir attentivement, a continué Brad en redressant son manteau. Victoria est prête à être raisonnable, mais elle n'attendra pas éternellement. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Il s'est tourné vers la porte, s'arrêtant sur le seuil. Soyez intelligente, Madame Harper. Pour votre propre sécurité. Puis il est parti. Je suis restée figée, tremblante. J'ai attendu que ses pas s'estompent, puis j'ai fermé la porte et j'ai tout verrouillé, chaîne, loquet. Mes mains tremblaient lorsque j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Robert Anderson. Il a répondu immédiatement, Madame Harper. Brad vient d'être ici. Il m'a menacé. Il a dit, je dois donner la moitié de l'argent à Victoria ou quelque chose pourrait m'arriver. Un soupir sec. A-t-il dit cela explicitement? Oui. Il a dit que des accidents arrivent. Que je pourrais glisser ou que quelqu'un pourrait s'introduire. Il a dit que je devrais être intelligente pour ma propre sécurité. Que, Robert s'est interrompu. Écoutez-moi.
Je viens vous voir tout de suite. Verrouillez la porte. Ne l'ouvrez à personne d'autre qu'à moi. D'accord. Une dernière chose. L'Oregon est un État à consentement unilatéral. Vous pouvez légalement enregistrer toute conversation dont vous faites partie sans que l'autre personne le sache. Si Brad revient, s'il appelle, s'il vous contacte, enregistrez-le. Vous comprenez? Enregistrer? Ai-je répété? Exactement. Nous allons coincer ce type, mais j'ai besoin de preuves. Pouvez-vous faire cela? J'ai pris une respiration tremblante. Oui. Bien. Je serai là dans 20 minutes. Après qu'il ait raccroché, je me suis assise sur le lit, fixant la porte. Puis j'ai attrapé mon manteau, j'ai marché jusqu'au dépanneur à 2 pâtés de maison et j'ai acheté un petit enregistreur vocal numérique. Si Brad revenait, je serais prête. Si vous êtes toujours avec moi, commentez, toujours là, pour que je sache que vous me soutenez à travers cette histoire. Et dites-moi honnêtement, si vous étiez à ma place à ce moment-là, seul dans une chambre de motel après avoir été menacé, resteriez-vous silencieuse et leur donneriez-vous l'argent, ou risqueriez-vous tout pour vous défendre? Avant de continuer, juste une petite note. Certaines parties de la section suivante incluent des éléments dramatisés à des fins de narration et d'éducation. Si ce type de contenu ne vous convient pas, vous êtes libre d'arrêter de regarder ici. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu avec prudence. Madame Harper. La voix de Brad est arrivée, douce et froide. Nous devons parler. Rendez-vous au café à 2 pâtés de maison de votre motel demain matin, 10 heures. Je ne pense pas, soyez là, a-t-il interrompu. Ou je viendrai à vous et croyez-moi, vous ne voulez pas de ça. La ligne est devenue silencieuse. Mes mains tremblaient, mais je savais ce que je devais faire. J'ai appelé Robert immédiatement. Il veut me rencontrer demain, ai-je dit. Dans un café. Parfait, a dit Robert. Allez-y, apportez l'enregistreur. Faites-le dire tout à nouveau. Je serai là aussi, mais je resterai hors de vue. Si les choses tournent mal, j'interviendrai. Le lendemain matin, j'ai glissé le petit enregistreur vocal dans la poche de mon manteau et je me suis assuré qu'il fonctionnait. Puis, j'ai marché les 2 pâtés de maison jusqu'au café, le cœur battant tout le long du chemin. C'était un petit endroit, seulement une poignée de tables, une musique douce jouant, l'odeur de l'espresso dans l'air. Quelques clients étaient assis çà et là, lisant ou tapant sur des ordinateurs portables. Brad était dans le coin, loin de tout le monde. Il n'a pas souri quand il m'a vu. Il a juste fait un geste vers la chaise vide en face de lui. Je me suis assise lentement, gardant mon manteau sur moi, l'enregistreur caché en toute sécurité dans ma poche. Vous êtes plus intelligente que je ne le pensais, a dit Brad, en se penchant en arrière sur sa chaise. La plupart des gens auraient déjà fui. Je ne fuis pas, ai-je dit doucement. Bien, car nous devons régler cela aujourd'hui. Il s'est penché en avant, sa voix baissant. Voici l'accord. Vous transférez 400 000 $ sur un compte que je vous donnerai. Vous le faites discrètement. Pas d'avocat, pas de police. Ensuite, Victoria abandonne la contestation du testament et nous continuons tous notre vie. Et si je ne le fais pas? Son expression s'est assombrie. Alors vous le regretterez. J'ai des gens que je connais, Madame Harper. Des gens qui peuvent faire disparaître les problèmes. Vous vivez seul dans cette décharge de motel. Personne ne vous regarde. Personne ne vous protège. Qui sait ce qui pourrait arriver? Je me suis forcé à rester calme. Vous me menacez? Je vous donne des options, a-t-il dit doucement. Vous pouvez être intelligente et repartir avec la moitié de l'argent, ou vous pouvez être têtue et vous retrouver sans rien. Peut-être pire que rien. J'appellerai la police. Brad a ri, un rire sec et moqueur. Et vous leur direz quoi? Qu'un type vous a parlé dans un café? Personne ne vous croira. Vous n'êtes qu'une vieille femme seule sans preuve. Personne ne s'en soucie. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais un mouvement a attiré mon attention. Robert Anderson venait d'entrer dans le café. Il ne m'a pas regardé. Il a acheté un café, s'est assis à la table juste à côté de la nôtre et a ouvert un journal. Brad n'a rien remarqué. J'ai pris une respiration et j'ai fait mon choix.
Je me suis levé. Qu'est-ce que vous, a commencé Brad. J'ai tout enregistré, ai-je dit assez fort pour que tout le café entende. Chaque mot que vous venez de dire, et mon avocat a tout entendu. Le visage de Brad est devenu blanc. Vous quoi? Robert a plié son journal et s'est levé, se plaçant entre Brad et la porte. Bradley Sinclair, a dit Robert calmement. Je suis Robert Anderson, avocat de Madame Harper. Vous venez de commettre une extorsion et de proférer des menaces criminelles contre ma cliente. J'ai un enregistrement de toute cette conversation, et je le soumettrai au département de police de Portland et au bureau du procureur de district. Il sera également utilisé comme preuve dans toute action civile que Madame Harper choisira d'intenter. Les yeux de Brad ont fait des allers-retours entre nous, la panique traversant son visage. Il s'est levé brusquement, faisant tomber sa chaise. C'est insensé. Vous ne pouvez pas, je peux, a dit Robert, sa voix toujours calme. Et je le ferai. Si vous contactez Madame Harper à nouveau, si vous l'approchez, je vous ferai arrêter. Comprenez-vous? Brad l'a fixé un long moment, la mâchoire serrée. Puis il a poussé Robert et s'est enfui par la porte. Le café est tombé dans le silence. Robert s'est tourné vers moi, son expression s'adoucissant. Vous allez bien? J'ai hoché la tête, bien que mes mains tremblaient encore. Robert a fait un geste vers la table. Asseyez-vous. Laissez-moi vous chercher de l'eau. Quelques minutes plus tard, nous étions assis ensemble, l'enregistreur entre nous sur la table. Nous avons tout ce dont nous avons besoin maintenant, a dit Robert doucement. Ses menaces, sa tentative d'extorsion, son lien avec Victoria. Nous pouvons utiliser cela pour faire échouer toute contestation qu'elle tenterait d'engager. Et si elle est intelligente, elle se retirera avant que les choses n'empirent. J'ai regardé l'enregistreur, puis Robert. C'est vraiment fini, ai-je murmuré. Pas tout à fait, a dit Robert. Mais nous sommes proches. Très proches. Le lendemain matin, Robert m'a appelé de son bureau. C'est fait, a-t-il dit. J'ai envoyé une lettre recommandée à Victoria, des copies de l'enregistrement, le rapport de l'enquêteur, tout, ainsi qu'un avertissement juridique très clair. Qu'avez-vous dit, ai-je demandé. Je vais vous lire la partie essentielle, a dit Robert. J'ai entendu le froissement du papier. Chère Madame Sinclair Harper, je représente Margaret Harper dans toutes les affaires relatives à la succession de Thomas Harper. Nous sommes en possession de preuves documentées prouvant votre liaison extra-conjugale avec Bradley Sinclair, votre complot pour détourner des biens de la succession, et les menaces criminelles de Monsieur Sinclair contre Madame Harper. Conformément à l'article 112 185 des Oregon Revised Statutes, un conjoint qui commet certains actes répréhensibles peut être déchu de son droit d'hériter. De plus, en vertu de l'article 164 1075 de l'OS, l'extorsion est un crime passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Si vous continuez à harceler Madame Harper ou à contester le testament, nous déposerons des plaintes pénales contre vous et Monsieur Sinclair. En outre, vous devez à Madame Harper 92 000 $ conformément au billet à ordre exécuté il y a 7 ans. Le paiement est dû dans les 30 jours, faute de quoi des poursuites judiciaires pourront être engagées. Je me suis adossé, stupéfaite. Vous avez vraiment dit tout ça? Chaque mot, a dit Robert. Elle devrait le recevoir cet après-midi. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était Victoria. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Maggie. Sa voix tremblait, désespérée. S'il te plaît, ne fais pas ça. Faire quoi, ai-je dit froidement. La lettre de l'avocat, les menaces. Brad ne répond pas à son téléphone. Il est parti. Je ne sais pas où il est. S'il te plaît, je te supplie. Ne porte pas plainte. Ne me poursuis pas. Je ne peux pas me le permettre. Je n'ai rien ressenti. Pas de sympathie. Pas de pitié. Tu m'as chassé de ma maison, ai-je dit doucement. Tu m'as traité de fardeau. Tu as prévu de prendre tout ce que Tom m'a laissé. Et ton petit ami a menacé ma vie. Je sais. Je sais, a-t-elle sangloté. J'ai eu tort. J'ai eu tellement tort. S'il te plaît, Maggie. Je suis désolé. Je ferai tout. Juste ne me traîne pas en justice. Je suis restée silencieuse un long moment.
Tu n'es plus ma belle-fille, ai-je dit finalement. Tu as perdu ce droit. Mais je ne porterai pas plainte au pénal, et je ne te poursuivrai pas à une condition. N'importe quoi. Tu me paies les 92 000 $ que tu me dois intégralement dans les 30 jours et tu ne me contactes plus jamais, jamais. Tu comprends? Il y a eu une pause, puis doucement, oui. Robert t'enverra les documents. Tu signeras un billet à ordre et un accord de règlement. Si tu manques un seul paiement, si tu enfreins les termes de quelque manière que ce soit, je porterai tout à la police. C'est clair? Oui, a-t-elle murmuré. J'ai raccroché. 2 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de Robert pendant que Victoria signait les documents. Elle avait l'air affreuse, pâle, mince, des cernes sous les yeux. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Robert a été témoin des signatures, puis m'a remis une copie. C'est exécutoire, a-t-il dit. Si elle viole un quelconque terme, nous pouvons intenter une action en justice immédiate. Victoria s'est levée en serrant son sac. Le premier versement sera sur votre compte d'ici vendredi, a-t-elle dit, sa voix à peine audible. Puis elle est sortie. Robert et moi sommes restés silencieux un instant. Brad, ai-je demandé. Parti, a dit Robert. A quitté Portland, probablement l'Oregon. Bon coup de sa part. S'il était resté, j'aurais porté plainte. Une semaine plus tard, le paiement est arrivé. 92 000 $ transférés directement sur mon compte. Je me suis assise au petit bureau de ma chambre de motel et j'ai fait le calcul. L'assurance vie de Tom, 150 000 $. Le 401k de Tom, 120 000 $. Le compte d'investissement de Tom, 580 000 $. Le remboursement de la dette de Victoria, 92 000 $. Total, 942 000 $. J'ai fixé le chiffre, 942 000 $. Avant impôts, avant frais d'avocat, mais tout de même, c'était plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé avoir. Tom avait fait cela. Tom s'était assuré que je serais en sécurité, que je serais libre. J'ai regardé la montre de poche posée sur le bureau à côté de moi. Merci, ai-je murmuré. Merci, mon chéri. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait à la paix. 2 mois plus tard, je me tenais sous la tour Eiffel. Sarah était à côté de moi, appareil photo en main, souriant comme une enfant. Je n'arrive pas à croire que nous sommes vraiment ici. Moi non plus. C'était le souhait de Tom que je voyage, que je voie le monde, que je fasse enfin quelque chose pour moi. Alors, en janvier, Sarah et moi avons réservé des vols pour l'Europe. 2 mois, Paris, Rome, et partout entre les deux. Paris était magique. Nous avons marché le long de la Seine au coucher du soleil, visité le Louvre, où je me suis tenu devant la Joconde et j'ai pleuré pour des raisons que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Chaque matin, nous nous asseyions dans un petit café près de notre hôtel, et mangions des croissants chauds avec du beurre et de la confiture, sirotant du café et regardant la ville se réveiller. J'ai acheté des cartes postales que je n'enverrai jamais. J'ai écrit dans un journal chaque soir, parlant à Tom comme s'il était toujours là. Nous l'avons fait, mon chéri, ai-je écrit un soir. Nous sommes à Paris. J'aimerais que tu sois là. Rome était à couper le souffle. Nous nous sommes tenus à l'intérieur du Colisée et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté. Une liberté réelle, complète. Personne n'avait besoin de moi. Personne ne me regardait. Je pouvais juste être. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la mère de quelqu'un, le fardeau de quelqu'un, le problème de quelqu'un. J'étais juste moi, Maggie, une femme debout à Rome, vivante et reconnaissante. Quand nous sommes rentrés en mars, je ne suis pas retourné au Budget Inn. Je ne pouvais pas. Cet endroit représentait tout ce que j'avais perdu, tout ce que j'avais survécu. J'avais besoin de quelque chose de nouveau. J'avais besoin de la vie que Tom avait voulu pour moi. Alors, j'ai commencé à chercher une maison au bord de l'océan. Tom en avait toujours parlé. Un petit chalet au bord de la mer, quelque part tranquille où l'on pouvait entendre les vagues la nuit et sentir le sel dans l'air. Il avait voulu cela pour nous un jour. Pour moi. Cela a pris 2 semaines, mais je l'ai trouvé. Un petit chalet à Cannon Beach, Oregon. 2 chambres, bardage blanc, un petit porche à l'avant.
Le jardin donnait sur une vue sur l'océan Pacifique, infini et bleu. Il y avait un potager, une clôture blanche, et une cheminée à l'intérieur faite de pierres de rivière. Elle coûtait 385 000 $. Je l'ai achetée en espèces. En juin, exactement 8 mois après le décès de Tom, j'ai emménagé. J'ai passé la première semaine simplement assise sur le porche, buvant du thé, regardant les vagues. J'ai planté des roses dans le jardin, le genre que le père de Tom cultivait. J'ai accroché des rideaux aux fenêtres. J'ai mis la photo de Tom sur la cheminée, juste là où je pouvais la voir tous les jours. La maison me semblait être un foyer comme rien ne l'avait été depuis des années. Il me restait encore de l'argent. Pas autant qu'avant les impôts, les frais d'avocat, la maison, le voyage, mais assez. Environ 465 000 $ en sécurité à la banque. Assez pour vivre, assez pour être à l'aise, assez pour enfin respirer. Un soir de fin juin, je me suis assise sur le porche avec une tasse de thé, regardant le soleil couler dans l'océan. Le ciel était peint d'or et de rose, et l'air sentait le sel et les roses. J'ai tenu la tasse de thé à deux mains et j'ai fermé les yeux. Tom, ai-je murmuré. Tu m'as donné la vie que tu as toujours voulu que j'aie. Merci, mon chéri. Merci pour tout. La brise s'est levée, douce et chaude, bruissant dans les roses. Et pendant un instant, je jure que je l'ai senti là. 2 ans jour pour jour après le décès de Tom, j'étais assise au petit bureau de mon chalet, écrivant une lettre. Pas à quelqu'un en particulier, juste à lui. C'était de nouveau octobre. L'air sentait le sel et la fumée de bois. De ma fenêtre, l'océan s'étendait à l'infini, du même gris bleu qu'il l'était le jour où j'ai emménagé. Mais je n'étais plus la même femme qui avait emménagé dans cette maison. À l'été 2024, 1 an après la mort de Tom, j'avais fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'avais créé une fondation, la fondation commémorative Tom Harper. Elle avait commencé modestement, juste moi, 200 000 $ de l'argent que Tom m'avait laissé, et une idée, aider les personnes âgées abandonnées, maltraitées ou délaissées par ceux qui étaient censés les aimer. Je savais ce que cela faisait et je ne voulais pas que quelqu'un d'autre le vive seul. À la fin de la première année, nous avions collecté 120 000 $ supplémentaires auprès de la communauté. Les gens avaient entendu mon histoire, comment Tom m'avait protégé, comment je m'étais battu, comment j'avais survécu, et ils voulaient aider. Maintenant, 14 mois plus tard, nous avions aidé 180 personnes âgées. Nous avions payé le loyer de personnes expulsées. Nous avions couvert les frais médicaux de ceux qui ne pouvaient pas se permettre un traitement. Nous avions mis les gens en contact avec des avocats lorsqu'ils avaient besoin d'aide juridique pour se protéger. J'étais aussi devenue oratrice. Je voyageais dans les centres communautaires, les hôpitaux, les conférences juridiques, racontant mon histoire, racontant l'histoire de Tom. Chaque fois que je parlais, quelqu'un venait me voir après, les larmes aux yeux, et disait « Cela m'est arrivé aussi ». Et nous les aidions. Nous nous assurions qu'il n'était pas seul. J'avais 69 ans maintenant, plus âgée, oui, mais plus forte que je ne l'avais jamais été. Plus saine, plus heureuse. J'avais un but. Quant à Victoria, elle avait vendu la maison pour 450 000 $, m'avait payé les 92 000 $ qu'elle me devait et avait quitté Portland. Personne ne savait où elle était allée. Je m'en fichais. Brad était toujours là quelque part. Il y avait un mandat d'arrêt contre lui pour extorsion et menaces criminelles, mais il avait disparu. Peut-être avait-il quitté le pays. Peut-être se cachait-il. Cela n'avait pas d'importance. Il était sorti de ma vie. J'ai fini d'écrire la lettre et j'ai posé mon stylo. Puis je suis sorti sur le porche, ma tasse de thé à la main. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Les vagues roulaient, régulières et éternelles, le son comme un battement de cœur. Je me suis assise dans le fauteuil à bascule où Tom n'avait jamais pu s'asseoir, et j'ai regardé l'océan. Tom, ai-je dit doucement, parlant au vent, à la mer, au ciel. Tu m'as donné bien plus que de l'argent, mon chéri. Tu m'as donné une raison de continuer, une raison d'aider les autres, une raison de vivre. J'ai souri, des larmes coulant sur mes joues. Je vais continuer à faire cela aussi longtemps que je le pourrai. Pour toi, pour tous ceux qui en ont besoin. J'ai fait une pause, serrant la tasse de thé chaude à deux mains. Je t'aime, mon fils, mon beau, brave garçon. Le vent s'est levé, doux et chaud, portant l'odeur des roses du jardin.
Et puis, aussi clair que s'il se tenait juste à côté de moi, je l'ai entendu. Pas avec mes oreilles, avec mon cœur. Je t'aime aussi, maman. Toujours. J'ai fermé les yeux et j'ai souri. Je sais, mon chéri, ai-je murmuré. Je sais. Et tandis que le soleil plongeait sous l'horizon, je suis resté là, dans la lumière dorée, en paix. Enfin, complètement en paix.